Alors, merci Pascal Prudhomme et Luc Cloutier. J'invite la conférencière suivante, Mme Linda Fortin, du ministère de la Famille et de l'Enfance, qui va nous parler des données de l'écotest en ce qui touche la dimension conciliation, travail, famille. Bonjour. Alors, moi, je suis Linda Fortin, ministère Famille Aînés. C'était l'ancien nom, ministère Famille et Enfance. Alors, la mission du ministère de la Famille et des Aînés, c'est de veiller au bien-être des familles et des enfants et des aînés, entre autres. Moi, je suis à ce ministère-là depuis 3 ans. Je suis la directrice des politiques Famille Aînés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, dans le fond, de mon point de vue, comment j'utiliserais ces données-là. Si j'avais, par exemple, à présenter ça à mon patron, présenter ça au personnel politique, parce que quand on fait des politiques, des orientations, des mesures, ça finit toujours par être discuté dans les hautes instances. Donc, c'est un peu de ce point de vue-là que je vous le présente. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien inventé. J'ai pris les résultats du chapitre 3 que Michel m'a gracieusement transmis. J'ai lu le chapitre 3. Il est dense, mais il est intéressant. Je l'ai lu du début à la fin parce que j'étais intéressée par la problématique. Mais là, ce que je vais faire, c'est vraiment un survol sur les choses qui m'ont frappé puis qui, selon moi, pourraient intéresser les gens qui approuvent les politiques. Moi, je les élabore, je les propose, alors des gens qui les approuvent. Alors, le plan de la présentation, je vais vous parler un peu de la nature de ma contribution. Bien, c'est déjà fait. Conciliation travail-famille, une définition, je vais un peu en parler, puis ensuite quelques résultats, enfin des faits saillants. Moi, ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est que nous, au ministère de la Famille et des Aînés, on parle toujours de conciliation travail-famille. Dans le milieu, on a l'impression que c'est quelque chose c'est un vocable qui est connu, il y a de la littérature là-dessus. Ici, vous parlez de conciliation travail-vie personnelle. Pour nous, il y a une légère différence. Je vous donne un exemple simple, là. La vie personnelle, c'est plus large que la conciliation travail-famille. Moi, j'ai un cheval, je fais de l'équitation, je fais des concours hippiques. Si je voulais demander à mon patron de me libérer pour avoir plus de temps, pour m'entraîner mieux pour mes concours hippiques, ça, c'est de la conciliation travail-vie personnelle. Le cheval, à moins que j'élargisse beaucoup la notion de la famille, là, c'est pas dans la famille. Par contre, quand une personne a un lien de dépendance avec nous, puis là, c'est le lien avec notre mission, nous autres, ce qu'on veut, c'est que les familles, les aînés, les enfants aillent mieux. Donc, quand une personne a un lien de dépendance avec toi, que ce soit la famille proche, la famille élargie, le cas échéant, un ami proche aussi, ça peut être la famille élargie, un oncle, une tante, le conjoint est aussi considéré comme la famille. Bien, c'est parce que des fois, les gens ils pensent souvent aux enfants et aux aînés, mais lorsque votre conjoint est malade, c'est de la conciliation travail-famille aussi, c'est pas de la vie de couple, ça. On ne voit pas ça comme ça. Donc, pour nous, on fait une différence entre ça. Puis quand on travaille avec les employeurs, quand on parle avec les employeurs, il y a souvent, au niveau des mesures qui facilitent la vie des travailleurs, il y a souvent une confusion entre conciliation travail-famille et conciliation travail-vie personnelle. Par exemple, comme je vous dis, favoriser l'entraînement pour le marathon de certains de leurs employés, ça, c'est de la vie personnelle. Voilà. Alors, la nature de ma contribution, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on arrive à la typologie des ménages. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les feuilles, hein? Si j'avais un petit reproche à faire, ce serait ça. Alors, ici, voilà. Alors, typologie des ménages. Les chercheurs ont fait des typologies. Nous, on aime beaucoup ça, des typologies, parce que ça simplifie les choses. Ça nous permet de revoir les choses. C'est sûr que la méthodologie, c'est important. On est content. Une fois qu'on sait que c'est sûr et que c'est bon, les données, quand on va parler avec nos patrons ou avec les cabinets politiques, c'est certain que c'est des agglomérations comme ça, c'est très intéressant. Donc, il y a les ménages élevés, qui ont un niveau de responsabilité élevé, moyen et léger. Si on commence par les légers, les plus simples, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas aidants. Donc, par définition, c'est simple, ça. Moyen, 2 adultes ou plus, avec un enfant, aidant ou sans enfant et aidant. Avec enfant non aidant ou sans enfant et aidant. Puis, on a les élevés, qui, eux autres, ont des enfants, sont aidants, qu'ils soient adultes 2 ou adultes seuls. Donc, ce qui va nous intéresser, si on continue, puis le sens des termes, vous avez vu, c'est de la méthodologie adulte, c'est 15 ans et plus. Alors, j'ai vu dans la documentation là, qu'au niveau de... Il peut avoir moi, j'ai un fils de 16 ans, bon, bien, il pourrait être considéré comme étant un deuxième adulte, là. Donc, il y a un petit bémol à mettre là-dessus. Ça, c'est intéressant comme graphique. Ça nous montre les responsabilités familiales selon le sexe. Alors, mon petit pointeur, il marche. On voit que ceux qui ont des responsabilités élevées, les femmes, ils en ont quasiment 2 fois plus que les hommes. Mais ça, c'est pas nouveau, hein? C'est quelque chose que si je disais ça à mes patrons, ils diraient, bien oui, on le sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une énorme différence, là, quand même. Il y a une différence, mais ce n'est pas si énorme que ça. Donc, ça plaide, selon nous, pour quand même
ce qu'on a l'impression qu'on voit, c'est que progressivement, mais les hommes prennent de plus en plus leur part des responsabilités. Sur un temps socio-historique de 20 ou 30 ans, disons. Là. C'est sûr que ce n'est pas parfait encore. Mais donc, on a ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais vous montrer l'autre graphique que j'aime beaucoup. Niveau de responsabilité familiale selon l'âge. Alors là, Michel, il m'a dit en rentrant, fais attention, ce graphique-là, il y a plein de points, puis il y a plein de choses. Les gens ne vont peut-être pas toujours s'y retrouver. Je ne sais pas si à l'arrière, vous voyez bien, mais regardez la ligne noire en bas. Ça, c'est la responsabilité élevée. Alors, chez les 25-44 ans, c'est élevé à 8 %. Et chez les 55 ans et plus, c'est moins de 1 % avec 2 petits plus. Là, ça veut dire que ce n'est pas bien bon, là, pas très fiable. Donc, ça décroît les responsabilités élevées selon l'âge. Et si on prend la ligne qui est très pâle en haut ici, ça, c'est les responsabilités faibles. Alors, ça croît beaucoup selon l'âge. À 55 ans et plus, il y en a 85 % qui en ont plus, qui n'en ont pas beaucoup de responsabilités. Donc, nous, ce que ça nous dit, dans le fond, si on regarde les 25-44 ans, c'est là, on additionne, mettons, le 8 %, puis c'est quoi, 46,8 %, là? Ça fait plus de 50 % si on prend les moyens et les élevés ensemble. Là. Alors, ces gens-là, c'est là que se cristallise, je dirais, le conflit. Et c'est l'âge où il y a les enfants. Hein, c'est l'âge où les enfants ne sont pas toujours très vieux. Donc, c'est vraiment, on sait quand même qu'il y a des difficultés en vieillissant. Quand les conjoints vieillissent, quand la famille vieillit, quand les parents vieillissent, dans ces zones-là, il y a des difficultés. Mais si on regarde juste la prévalence, en tout cas l'importance du problème, là, c'est même dans ces âges-là que ça se situe. Donc, ça serait notre population cible, les travailleurs de cet âge-là. L'autre diapositive que j'ai trouvée intéressante, regardons ça, on ne rentre pas toutes. Ils m'ont fait un petit montage. Alors, regardez, c'est les heures consacrées aux tâches domestiques et responsabilités familiales. Alors, moi, je me concentre sur les extrêmes. Quand j'ai à présenter des choses, les plus de 22 heures. Alors, il y en a 25 %, un quart, qui font plus de 25 heures pour les responsabilités domestiques. Les femmes surtout, bon, on n'est pas surpris. Encore les 25-44 ans, ça amène de l'eau au moulin de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon groupe d'âge cible. Et les 23 % des personnes qui travaillent 40 heures par semaine consacrent 22 heures de plus et plus de tâches aux tâches domestiques. Donc ça, c'est des gens qui sont très, très, très occupés, qui doivent rogner sur les soins personnels, sur le loisir, sur les tâches consacrées à la santé et tout ça. Donc, une population peut-être particulièrement vulnérable. Ensuite, ils ont fait un indicateur d'horaire contraignant. Ça aussi, on aime ça, les indicateurs, les indices, tout ça, c'est synthèse. Alors, la manière dont ils l'ont composé, généralement, ça, j'en parle pas avec mes patrons, mais je suis contente de le savoir. Alors, c'est selon que l'emploi est à horaire régulier ou non régulier, lorsque le travail de jour, ou de soir ou de nuit, travail de fin de semaine et le type d'horaire. Vous avez ici un horaire régulier de jour, moins d'une fois par mois la fin de semaine, plus contraignant, c'est-à-dire sur appel de jour, qui travaille au moins une fois par mois la fin de semaine, et très contraignant, c'est-à-dire qu'il est variable, il travaille un peu sur appel, 1 à 2 fois par mois la fin de semaine. Alors, les résultats, 21,4 % des salariés ont un horaire très contraignant. Ça, c'est 1 sur 5. Donc, c'est intéressant pour nous autres d'avoir des volumes. Tu sais, ça nous donne une importance du problème, parce qu'on ne fait pas de politique, on ne fait pas de mesure s'il n'y a pas de volume ou s'il n'y a pas d'importance du problème. Les syndiqués, davantage que les non-syndiqués ou les cadres, ça, j'ai mis un gros point d'interrogation. Je me suis dit, bon, si je disais ça à mon patron ou si je disais ça à quelqu'un du personnel politique, je demanderais bien comment ça, parce qu'il faudrait creuser. Pourquoi les syndiqués? On a l'impression que ce serait plutôt l'inverse. Aucune différence selon le niveau de responsabilité familiale, ça revient souvent. Ça veut dire que ceux qui ont des responsabilités élevées, ils ont aussi autant ces problèmes-là que les autres. Ils n'en sont pas protégés ou n'ont pas la capacité d'aller dans un emploi où ils en seraient protégés. Un autre indicateur intéressant, les conditions favorisant la conciliation travail-famille, Alors, l'horaire flexible, la banque de temps, congé de maladie payé par l'employeur, congé pour raison familiale, possibilité de semaine de travail réduite, travail à domicile, retour progressif après le congé de maternité et congé sans solde. Ils ont catégorisé ça en 3, les bonnes conditions, quand ils ont entre 6 et 8 modalités, moyennes conditions, et les moins bonnes conditions. Alors, on va se focusser, mettons, sur les moins bonnes. Accès à des moins bonnes conditions. Encore 1 sur 5. C'est drôle, c'est comme un chiffre qui revient, ça.
Encore 1 sur 5, c'est pas le même monde, là, mais quand on croise, ça donne ça. Qui ont des moins bonnes conditions de travail. Puis vous voyez ici, ça c'est le bleu foncé, là, c'est les moins bonnes conditions de travail. Regardez juste ceux-là. Alors chez les cadres, c'est 16 %, syndiqués 17, il n'y a pas une grosse différence. Les non-syndiqués, 27. Donc ça, je trouve ça drôle. Je me suis dit c'est drôle parce qu'ils ont des moins bonnes conditions, selon cet indicateur-là, mais l'autre avant, on voyait qu'ils avaient un horaire moins contraignant. Fait que là, j'étais un peu... Mais enfin, faudrait expliciter. Bon, les hommes plus que les femmes, il n'y a pas de différence selon l'âge, et encore une fois, pas de différence selon le niveau de responsabilité familiale. Puis, une chose intéressante aussi, les travailleurs autonomes. Quelque chose qu'on connaît moins bien. C'est sûr que nous, quand on développe des mesures, quand on essaie d'agir pour favoriser la conciliation travail-famille, on va beaucoup viser les employeurs, parce que c'est l'employeur, avec ses employés, évidemment, qui peut définir des mesures. C'est le milieu où il peut y avoir une intervention, outre les normes du travail et tout ça, là. C'est beaucoup ce milieu-là. Le travailleur autonome, bien là, lui, il n'y a pas ça, là. Il y a pas. Alors ça, c'est pour nous, ça va être un défi pour les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut faire comme politique publique pour les travailleurs autonomes? Mais en attendant, on a du matériel pour réfléchir, tout au moins. Alors, ils ont fait un indicateur dont la composition, c'est le nombre d'heures travaillées, les horaires sont non réguliers, le travail, est-ce que c'est travail de jour, de nuit, de soir, travail de fin de semaine, congé de moins de 36 heures et quantité excessive de travail. Il y a un travail qui exige que je travaille très fort. Je me suis demandé c'était quoi vraiment la différence entre les deux derniers, mais c'est parce que je n'ai probablement pas foré assez. Et encore une typologie qu'on aime beaucoup. Alors, il y a des bonnes conditions, des conditions moyennes, puis les moins bonnes. Bon, les moins bonnes, c'est de travailler plus que 50 heures, puis travailler régulièrement la fin de semaine, sur appel, selon un horaire flexible. Mais c'est flexible dans le sens que flexible pour répondre à la demande. C'est pas selon moi, une qualité, là. Alors que les bonnes conditions, c'est 20 à 30 à 40 heures par semaine, quelques fois la fin de semaine, mais 3 ou 4 fois, j'ai trouvé ça exigeant un peu, parce que c'est quand même, dans un mois, il y en a 4 fins de semaine, là. Puis, mais il n'y a pas d'autres contraintes spécifiques. Alors, les résultats, 36 % qui ont des moins bonnes conditions et 36 des conditions moyennes. C'est quand même beaucoup, là, 36 % qui ont des pas bonnes conditions de travail là, pour le travailleur autonome. Puis c'est paradoxal parce que c'est lui qui se l'impose probablement, mais il n'a pas le choix de se l'imposer s'il veut rentrer dans ce qu'il a à faire. Donc, pour nous, ça serait un défi là, de regarder comment on pourrait agir pour favoriser leur conciliation travail-famille. Bon, les femmes ont des meilleures conditions que les hommes. Il n'y a aucune différence significative selon le niveau de responsabilité familiale. Ça revient toujours, ça. Je trouve ça intéressant que ça revienne. Pas de différence selon l'âge. Les faits saillants, alors ce qui m'a marqué, oui, je suis aux faits saillants. Alors, j'ai marqué au moins 40 % des travailleurs ont un niveau de responsabilité familiale élevé ou moyen, mais je pense que je me suis trompée ou c'est une coquille quand on a transcrit, parce que si je fais l'addition, vous avez vu le graphique avec excusez-moi, le graphique avec les lignes, si j'additionnais les deux moyens élevés, ça donnait plus de 50. Donc, je crois que je me suis trompée, mais de toute façon, l'important, c'est que c'est un gros volume. 40-50 %, là, même, selon moi, c'est 50, j'ai dû me tromper. Le niveau de responsabilité décroît avec l'âge. Alors, il est plus élevé chez les 25-44 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi la nature des différences au niveau des besoins en matière de conciliation travail-famille chez les gens de cet âge-là par rapport aux gens qui sont vraiment plus âgés puis qui pourraient avoir à charge une personne qui devient dépendante. Ça, on n'a pas d'indication dans l'enquête. C'est normal, c'est une enquête, là. Ensuite, 21 % des salariés de 25 ans et plus et 36 % des travailleurs autonomes ont des conditions de travail moins favorables à la conciliation, des volumes importants. Et comme je vous l'ai dit, puis ça revenait souvent, les personnes qui ont des responsabilités accrues n'ont pas davantage accès à des bonnes conditions de conciliation. Enfin, quelques autres faits saillants. C'était marqué que les personnes qui ont des responsabilités familiales élevées ont une moins bonne santé, détresse psychologique, symptômes dépressifs. Ils peuvent avoir de la consommation de psychotropes, du présentéisme. Pour nous, ce sont des arguments intéressants pour convaincre les employeurs de l'importance et de la rentabilité de mettre en place des mesures en matière de conciliation travail-famille. Je pense qu'ils connaissent déjà peut-être la consommation de psychotropes, de dépression, ces choses-là. Le présentéisme, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est quelque chose que nous, dont on parle moins avec les employeurs et qui, je crois, saurait les convaincre. Merci à tous. Merci aux chercheurs surtout, parce que moi, je n'ai fait que vous dire ce que ça me disait.
Et puis, j'espère que ça vous a intéressé. Merci.